Salut à tous et bienvenue sur cet avant-match spécial Monaco-Saint-Étienne. En tout cas, merci pour ceux qui sont déjà présents dans le chat. De bon matin, je rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo depuis YouTube. Il est 8h30 et ça fait un peu tôt pour parler relégation. Parce que oui, malheureusement, Monaco est toujours au fond du classement. Alors certes, il y a un très bon match nul obtenu sur le terrain de notre voisin niçois. Pour moi, ça reste vraiment un très bon point pris, parce que ça reste une très bonne équipe en ce moment. C'est très bien d'être allé chercher un point. Malheureusement, c'est toujours pas une victoire et ça ne nous permet pas de sortir de ce fond de ce classement. Et du coup, pour l'instant, on regarde un peu plus vers le bas ce qui se passe que vers le haut, malheureusement. En tout cas, c'est parti, on va pouvoir parler un peu de ce match qui aura lieu à 19h ce soir. 7ème journée de Ligue 1. Comme vous pouvez le voir, Monaco 14ème encore au classement. On fait du surplace, on n'a pas bougé, on était déjà 14ème la journée d'avant. Avec seulement une victoire, c'est ça qui fait mal, c'est qu'il y ait une seule petite victoire en 6 matchs. Il est vraiment temps de redémarrer, parce que là on a vraiment calé sur ce début de championnat, et même de rapidement enchaîner avec la seconde, parce qu'on commence à prendre du retard sur le podium, déjà 7 points de retard, ça paraît pas si énorme que ça, mais ça commence à faire, surtout quand on regarde dans l'autre sens, le dernier il a que 2 points de retard sur nous, donc on est vraiment plus proche de la fin de ce classement que du haut. On a l'opportunité du coup de récupérer des points ce soir parce qu'on joue contre Saint-Étienne qui est encore plus mal que nous, actuellement 19ème, 0 victoire surtout, 3 nuls, 3 défaites pour cette équipe stéphanoise, donc à nous de nous relancer et de ne pas relancer l'adversaire comme c'est souvent le cas avec l'AS Monaco. 7ème journée de Ligue 1, pas de grosses affiches, pour moi en tout cas j'ai pas vu vraiment de match qui sortait. Un duel du haut de tableau quand même entre Angers et Marseille, Angers qui fait quand même un bon début de saison, même s'ils ont du coup perdu là récemment, mais ça reste quand même un joli déplacement pour l'OM. Notre voisin niçois qui aussi continue sa bonne série va aller en déplacement à Lorient, qui reste aussi une équipe assez forte qu'on va rencontrer juste après, nous pour notre part. Et sinon, l'Olympique Lyonnais affrontera 3. Concernant les codes de ce match, forcément mon partenaire Vbet pense que l'AS Monaco va remporter ce match, ça paraît assez logique, on a quand même un effectif largement supérieur à celui de Saint-Étienne, on se doit d'aller chercher une victoire, surtout à domicile contre une équipe qui a du mal, qui plus est, donc forcément les codes vont dans ce sens, 1,50 la victoire de l'AS Monaco et 6,30 celle de Saint-Étienne. Le groupe de l'AS Monaco, c'est quasiment le même que celui qui avait été appelé pour le déplacement à Nice, à la petite exception près de Maripane, malheureusement, qui s'est blessé en fin de match et du coup qui n'est pas convoqué. Kovac a indiqué que c'était surtout pour le préserver, suite à une légère douleur aux ischios de mémoire. Triste parce que du coup c'est pour moi vraiment le meilleur défenseur qu'on peut avoir, et du coup ça signifie surtout qu'on va revoir la doublette Badiachil-Dissassi qui a pas forcément bien marché cette saison ni celle d'avant. Donc voilà, c'est assez risqué, même si en face c'est pas non plus une très grosse équipe, on verra que quand même offensivement ils s'en sortent plutôt bien Saint-Étienne, donc attention. Maripane sort, mais du coup c'est Fabregas qui fait son retour dans le groupe. Il n'avait pas été appelé au dernier match, il l'était en Coupe d'Europe parce que du coup le groupe est plus élargi, on a le droit à 22 joueurs alors que là il n'y en a que 20 pour la Ligue 1. En tout cas, c'est le choix de Kovac d'avoir que 20 joueurs de sélectionnés. On retrouve du coup toujours les mêmes absents aussi qui étaient un peu surprises du match contre Nice, Matsima et Jacobs et Isidore qui ont l'air d'être un peu plus mis au placard suite à leur dernière performance pas vraiment reluisante, dira-t-on. Concernant les suspensions possibles, on a 3 joueurs maintenant qui sont sous la menace d'une suspension, parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de joueurs de l'AS Monaco qui ont déjà reçu un carton jaune, qui en ont reçu 2, Tchouaméni, il doit encore tenir pendant 7 matchs, Diop qui a eu son carton jaune contre Nice, lui va devoir tenir pendant 8 matchs pour pas être suspendu, et il reste toujours Golovin qui a reçu son carton rouge contre Lens avec un match de sursis en plus de sa suspension, qu'il lui reste encore 7 matchs du coup sans prendre de carton jaune pour ne pas être suspendu. Le groupe de l'adversaire, et du coup dans un premier temps regardons du coup surtout le transfert qu'ont pu faire cette équipe. Hop, si j'arrive à l'afficher ce serait un petit peu mieux. Il n'y a pas grand chose, franchement, vraiment très peu de mouvement du côté de Saint-Etienne, surtout quasiment aucune recrue. Un prêt qui vient du Uruguay, du coup celui de Ramirez, un attaquant de 24 ans qui sur le début de la saison, vu qu'ils ne jouent pas sur le même rythme que nous là-bas, du coup sur la partie du mois de janvier au mois de juin, c'est 12 matchs, 11 buts, 3 passifs, donc plutôt un attaquant qui a bien scoré. Et donc du coup une sorte d'essai fait par Saint-Etienne pour un prêt payant. Et c'est la seule vraiment recrue qu'il peut y avoir, le reste ça reste des retours de prêt ou des montées de l'équipe B. Donc pas énormément d'arrivées. Et côté départ non plus aucune vente, seulement des fins de contrat ou des ruptures de contrat. Pour des joueurs quand même assez importants de l'effectif de Saint-Etienne des dernières années, Debuchy,
Monet Paquet, Moulin, le gardien aussi. Donc voilà, des départs assez importants à mes yeux, très peu de remplacements derrière. Après, je pense que ça joue beaucoup sur le centre de formation de Saint-Etienne en faisant pousser des petits jeunes. Mais voilà, je trouve que l'effectif est quand même assez faible. C'était déjà le cas l'année dernière. Du coup, c'est pas très rassurant pour nos amis stéphanois pour cette nouvelle saison. Concernant le groupe du coup des joueurs qui ont été convoqués par Claude Puel, hein, je rappelle notre ancien coach qui nous a rapporté à titre quand même. Groupe de 23 joueurs, donc 3 joueurs iront en tribune. Parmi les absences, il y en a 2. La première, Moueflex, depuis le début de la saison, il est absent, donc ça ne compte pas forcément, mais sinon c'est celle de Macon. Le latéral droit qui était titulaire sur les 5 premiers matchs de Ligue 1, qui était déjà absent à domicile contre Bordeaux, il est toujours absent contre nous. Donc voilà, ça reste une petite bonne nouvelle pour nous d'avoir un titulaire en moins en face de nous. Sinon voilà, tous les autres joueurs sont bien à disposition de Claude Puel pour pouvoir jouer ce match. Il ne devrait pas y avoir trop de changements vis-à-vis du 11 qui a démarré contre Bordeaux le week-end dernier. Concernant du coup les joueurs à surveiller au niveau des statistiques, ça marque quand même du but, même si c'est avant-dernier de la Ligue 1. Kazri est déjà quand même à 3 buts en l'espace de 6 matchs. Et derrière, c'est Kolodziejczak qui a un but et une passe décisive dans les joueurs les plus décisifs. Sinon, voilà, ça reste quand même centré sur très très peu de joueurs. Les buts qui ont été inscrits par cette équipe. Concernant les statistiques, l'AS Monaco, c'est quand même pas fameux, hein. Je rappelle qu'on est la dernière équipe du coup à domicile, 20ème, 0 victoire, 1 match nul, 2 défaites, hein. Vraiment très très catastrophique, là où c'était vraiment notre point fort. L'année dernière, on était la meilleure équipe à domicile, c'était une place imprenable, malheureusement c'est très très loin d'être le cas, et pourtant on n'a pas non plus rencontré des adversaires extraordinaires. Certes, le dernier match c'était contre l'OM, mais voilà, là on se doit quand même de récupérer notre première victoire à domicile. Il sera en train de relancer la machine de ce côté-ci. Côté de l'attaque, bah c'est pareil forcément, en inscrivant régulièrement aucun but contre nos équipes. Le seul but qui a été inscrit c'était contre Nantes sur la première journée de Ligue 1, ce qui fait ça fait 0,3 buts de moyenne inscrit. On est forcément à la 20ème attaque aussi à domicile. En défense, c'est un petit peu mieux. On est 17ème, bon, c'est pas forcément la joie, mais 1,7 buts encaissés sur ces 3 matchs. Ça fait beaucoup, il va falloir aussi faire attention défensivement, d'arrêter d'encaisser autant de buts et surtout de laisser autant d'opportunités et d'erreurs défensives à nos adversaires pour qu'ils puissent nous punir derrière. Concernant la série, forcément à domicile, c'est une seule victoire et 3 défaites. Ce qui est assez problématique. Je compte bien sûr toute compétition confondue, hein, sur la petite série qu'on a pu faire, et surtout c'est un but en 4 matchs, parce que même contre le Shakhtar on n'a pas été capable de marquer, donc voilà, il faut vraiment retrouver de l'allant offensivement. Concernant notre adversaire, il y a un petit souci, c'est parti. Concernant notre adversaire, c'est pas forcément mieux. 17ème équipe en déplacement, c'est un match nul contre Lens, c'était lors de la première journée comme nous, et après c'est enchaîné par 2 défaites. Offensivement, ça reste quand même assez intéressant parce que c'est un but de moyenne par match. On le verra tout à l'heure que du coup ils sont quand même régulièrement. Ils inscrivent régulièrement quand même des buts, c'est très rare qu'ils fassent aucun but. 13ème attaque de Liga en déplacement. Dernière défense par contre, 2,6 buts encaissés. Donc à nous d'en profiter, de pouvoir leur inscrire des buts sur leur série. Cette saison c'est aucune victoire forcément, et même si on remonte à la saison dernière, les 2 dernières journées c'est aussi pas des victoires, donc ils sont sur une série de 8 matchs sans victoire. Pour 4 nuls et 4 défaites, donc vraiment à nous d'en profiter. Aucun clean sheet forcément sur les matchs depuis le début de la saison, ils ont toujours encaissé des buts. Par contre voilà, sur ces 6 matchs ils sont restés qu'une seule fois muets, donc voilà, ils sont toujours là offensivement prêts à inscrire des buts, donc à nous de faire attention de ne pas encaisser de buts malheureusement contre eux. Concernant les statistiques générales des 2 équipes, je rappelle, l'AS Monaco c'est les statistiques de tous les matchs, Ligue des Champions, Europa League comprises. Voilà, pour ça que ça diffère un peu des autres statistiques qu'on peut voir. On est quasiment devant partout, sur tous les domaines, on est quasiment devant. Ça reste sur le nombre de tirs, où Saint-Etienne est légèrement devant nous, il frappe un petit peu plus. En général, parce que si on regarde en Ligue 1 par contre c'est beaucoup plus compliqué pour nous, parce qu'on a la 10ème attaque au niveau du nombre de tirs en Ligue 1, c'est vrai qu'on a fait des matchs en Ligue des Champions qui nous ont permis de frapper énormément, surtout le match retour au Shakhtar qui nous fait remonter un petit peu cette moyenne. Saint-Etienne est la 5ème équipe à frapper le plus quand même, pour une équipe qui est au fond du classement, ça tente beaucoup. Concernant le nombre de tirs subis, l'AS Monaco reste premier encore de Ligue 1, là où Saint-Etienne est 18ème, laisse énormément d'opportunités, vous pouvez le voir, le double de l'AS Monaco, 7 tirs pour Monaco, 14 pour Saint-Etienne, donc normalement on les aura, les opportunités, à nous d'enfin cadrer nos frappes, et d'avoir un peu de chance du coup après pour que le gardien ne l'arrête pas forcément.
Concernant la possession, Monaco est toujours la première équipe à avoir le plus la possession en Ligue 1, même si le PSG s'est quand même sacrément rapproché de nous, vu qu'à Nice on a fait que 51%, comparé aux 70% que vous pouvez faire sur les matchs précédents. On a perdu un peu de terrain, et du coup, à mon avis, le PSG va bientôt reprendre cette position de l'équipe qui a le plus la possession en Ligue 1. Saint-Étienne, pour sa part, est 11e de Ligue 1, donc une équipe plutôt mitigée, qui a la possession à match sur deux, de ce que j'ai pu voir. Concernant les nombres d'arrêts des gardiens, si nos gardiens nous est 22e sur les 23 gardiens, parce que du coup le gardien lillois Jardim, même si du coup maintenant il a été sorti du 11, reste pour l'instant, tant que du coup on n'a pas avancé un peu plus dans les journées et qu'il ne soit pas sorti du classement pour avoir pas joué assez, reste le dernier gardien de Ligue 1. Noble c'est à 50% d'arrêt, que ce soit en général ou en Ligue 1, il a exactement le même ratio. Green pour sa part, le nouveau gardien du coup stéphanois, est à 2,6 arrêts par match. J'arrive pas à lire, malheureusement je l'ai pas noté de mon côté. En tout cas c'est à 61% d'arrêt sur cette saison, donc largement meilleur forcément que ce que peut faire notre gardien. Mais bon, ça on a commencé un peu à avoir l'habitude depuis 2 ans de dire toujours la même chose. L'historique entre les deux équipes, ce sera le 106e match entre les deux équipes. Forcément, ça reste deux historiques de la Ligue 1, donc pas mal de matchs qui ont été joués. 106e match en championnat, je précise quand même, voilà, parce qu'il y a encore des matchs de coupe. On a réussi avec notre déplacement à en gagnant 4-0, quand même très très beau match au Chaudron l'année dernière, à casser enfin cette série de 4 matchs sans victoire contre Saint-Étienne. On avait vraiment eu du mal à gagner chez eux, et même à domicile contre eux, que ce soit en championnat ou en coupe. On avait vraiment fait une mauvaise série, on a réussi enfin à la casser avec ce 4-0, espérons qu'on puisse la poursuivre, parce que le début, après notre retour en Ligue 1, on avait réussi à faire une petite série forcément de nos années fortes, sinon c'est toujours compliqué comme vous pouvez le voir avec contre Saint-Étienne, même depuis notre remontée. Pourtant c'est pas une équipe qui a été très très haute dans le classement, mais c'est toujours une équipe qui nous a posé problème. On a rarement réussi à avoir de très bons résultats depuis notre retour en Ligue 1. 34% en général, c'est pas très haut forcément, c'est surtout à l'extérieur que c'est compliqué, où on a très peu de victoires, beaucoup de défaites. 42% à domicile, voilà, ça reste un peu plus correct. Concernant du coup les 11 des médias, pas énormément de différence, ça se joue sur les ailes entre Gelson et Diatta pour Nice Matin et l'équipe, c'est la seule petite différence qu'il peut y avoir sur le 11. Ils sont tout à fait d'accord derrière que c'est Aguilar qui devrait reprendre la place de latéral, plutôt que Sidibé qui avait été présent sur le match contre Nice. La charnière centrale, sans surprise aussi, de toute façon il n'y a pas normalement de choix, en mi-voir du coup Pavlovic ressortir. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de ça avec Kovac. En tout cas, on peut noter que les deux médias repartent aussi sur la doublette Fofana-Chouamini. Pas de rotation pour eux, et non plus en attaque, avec du coup Yederland qui est bien titularisé, et Golovin aussi qui poursuivrait encore. Pas de Diop, pas de Gianlucas, pas de Matazo, pas de Boadou, en tout cas pour les deux médias. C'est surprenant de voir que les deux partent exactement sur une compo quasiment type pour ce match, et sans rotation, alors que pourtant c'est ce qui avait été annoncé par Kovac en conférence de presse. Concernant les Stéphanois, du coup, il y a deux petits changements entre les deux 11 qui sont annoncés par Nice Matin et l'équipe. Gourma et Aouchiche au milieu de terrain. Et du coup, en attaque, l'équipe voit plutôt la nouvelle recrue enchaîner une deuxième titularisation, Ramirez, l'attaquant uruguayen, là où ce serait plutôt Néou qui jouerait pour Nice Matin. En tout cas, comparé au 11 qui a débuté contre Bordeaux, les deux joueurs étaient titulaires, c'est plutôt au milieu de terrain du coup qu'il y a un joueur qui est sorti, mais sinon le 11 devrait pas trop changer par rapport à ce qui a été aligné contre Bordeaux. Concernant l'arbitre de ce match, c'est Monsieur Brizard, qui est 4ème sur les 22 arbitres. Vous pouvez voir ses notes sont quasiment tout le temps bonnes. Il y a un seul accro, c'était contre Saint-Étienne justement. Parce que, du coup, vous pouvez le voir aussi qu'on a joué déjà 2 fois contre Saint-Étienne quand ils arbitraient ces 2 défaites. Ça peut compter quand même. Son 2,71 qu'il a reçu, c'est surtout pour le carton rouge sur Aguilar qu'il avait distribué, donc du coup qui a été une erreur de sa part. Donc du coup, il lui vaut une très mauvaise note. Sinon, tous les autres matchs sont plutôt corrects. Même si c'est un peu moins bien sur la saison dernière que comparé au premier match où il était vraiment très très bon. En tout cas, ça se reflète sur les notes. Notez que c'est un des arbitres qui donne le moins de cartons jaunes à l'AS Monaco, parce que du coup, malgré déjà 8 matchs depuis 2016, il laisse toujours à 1,5 cartons jaunes distribués aux joueurs monégasques. Ça reste très très faible comparé aux autres qui sont plus vers les 2. Donc tant mieux, parce que du coup, on a déjà 3 joueurs qui peuvent avoir une suspension. Si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Mes pronos ASM. Alors, commençons par le score. Je pars sur le 2-1, parce que pour moi, déjà, l'AS Monaco va encaisser un but.
En face de nous, on a une équipe qui certes est au fond du classement, mais réussit toujours à marquer un but contre les équipes adverses. Et de notre côté, en plus, on a Maripane, on va se retrouver avec Dissassi et Badiachil, sur lequel j'ai pas forcément une très grande confiance sur cette doublette-là. Aguilar, c'est pas non plus Sidibé, après, on verra, ça se trouve, Sidibé jouera. Mais en tout cas, voilà, je pense que clairement l'équipe adverse aura des opportunités. On a un gardien du coup qui est pas forcément réussi actuellement. Et forcément, bah, à mon avis, ça va peut-être passer. Donc voilà, je pars sur au moins un but de Saint-Etienne. De l'autre côté, je pense qu'on doit gagner ce match. Je pense qu'on est capable d'aller mettre les 2 voire 3 buts. Je vais pas plus loin parce que depuis le début de la saison, Saint-Etienne a encaissé qu'une seule fois 3 buts. Ils n'ont jamais pris non plus des très grosses branlées. Ça se joue toujours à un but près généralement sur leurs matchs ou des matchs nuls, bien sûr. Donc voilà, je pars sur un écart seulement de 1 but. Je sens un match qui va être compliqué, malheureusement, un peu comme le match contre Graz, où on est largement dominant, on est largement meilleur qu'eux, mais on n'arrive pas à asseoir notre domination en inscrivant des buts, malheureusement. Concernant le 11, pas de surprise dans les cas, je pense pas qu'il y ait de rotation. La défense centrale aussi, je pense pas non plus que Pavlovic soit titulaire. Pourquoi pas, mais bon, ça fera encore beaucoup de changements et ne jamais aligner les mêmes défenseurs centraux ensemble. Ce n'est pas forcément bon pour moi. Jacobs n'étant pas là, Enrique sera forcément titulaire. De l'autre côté, si B revient de blessure, à jouer tout le match contre Nice, pour moi, il doit se reposer un peu. Je vois pas l'intérêt de le faire enchaîner tout de suite derrière pour qu'il rechute. Et il y a la rotation qui est annoncée, donc pour moi, Aguilar paraît un choix logique, sachant qu'il a fait un bon match contre Graz. Le milieu de terrain, je m'attends forcément à avoir un Matazo ou un Jean Lucas qui va débuter. Le problème, c'est que je ne sais pas à la place de qui, et je ne sais pas lequel des deux. Ça se trouve, ce serait même les deux. Du coup là c'est plus un choix stratégique que je fais en alignant du coup la doublette classique en me disant bah voilà au pire je perdrai un point plutôt que d'en perdre 2 bêtement. Ça paraît plus logique. En plus les médias nous annoncent que ces deux-là seraient titulaires, donc voilà, alors, on sait jamais, peut-être que même je gagnerai 2 points sur ces postes-là. Je fais le choix de sortir Golovin parce que voilà, il a enchaîné les derniers matchs. Diop, non, il n'y a pas de raison. Normalement, Diop joue quand même beaucoup, il apporte beaucoup, même si Golovin est très performant à l'heure actuelle. C'est aussi le moment de faire un peu de rotation et donc de faire jouer Diop, à mon sens, sur ce genre de match-là. C'est quand même plus simple pour lui. Donc je vois bien faire un retour. J'ai pas fait le choix de faire titulariser Diatta. Ça peut être aussi le cas, mais ça faisait un peu trop changement à mon goût. Mais je peux tout à fait comprendre que certains le mettent à la place de Gelson. Et en attaque, bah pour moi, Voland a été sur le banc le match précédent, donc je vois mal enchaîner le deuxième match sur le banc. Je vois plutôt une rotation, du coup, cette fois-ci avec Ben Yedder. Et du coup, bah, enfin une titularisation pour Boadou. Que du coup, bah, j'ai nommé homme du match. Puis je pense qu'on a un adversaire qui doit lui permettre, normalement, d'enfin s'affirmer, d'enfin nous faire un très bon match, parce que bah, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai pas trouvé une performance de sa part qui me permet de dire que voilà, oui, on a la recrue qu'on avait besoin, ce troisième attaquant, le joueur qu'on a pu voir à Alkmaar. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu, et du coup, bah, ce serait temps qu'il se relance, et voilà, ça passerait pour moi par une titularisation plutôt que d'être sur le banc et de grappiller des 10-20 minutes par match où c'est un peu plus dur de s'affirmer. Concernant les questions des pronos SM, est-ce que Monaco a 40% de tirs cadrés? Alors je vous rappelle les stats, cette année Monaco sur tous ses matchs c'est 29 frappes cadrées sur 63 tirs, donc ça fait à peine 30%. Et Saint-Etienne pour ses adversaires c'est 28 frappes cadrées sur 85 tirs. Donc Saint-Etienne aussi est une équipe qui empêche énormément l'adversaire de pouvoir des situations et de faire des frappes placées, beaucoup de frappes contrées. Des France très regroupées, on le sait, donc voilà, Saint-Etienne c'est 33% aussi de frappes cadrées pour son adversaire. Forcément, les 40%, c'est possible de les atteindre, mais du coup les statistiques disent que clairement on sera plus vers les 30%, donc je vote non. Au niveau des minutes de but, Monaco pour chaque quart de mi-temps, si on veut, c'est 2 buts, 3 buts, 3 buts, 0 but, et 3 matchs où on ne marque pas de but, donc vous pouvez le voir, c'est très équilibré. Mais ça se tourne plus vers la mi-temps, voire le début avant la mi-temps, qu'on inscrit ce premier but. Donc c'est plus vers ça que je pars aussi. Si on regarde Saint-Etienne, quand est-ce qu'ils ont encaissé leur premier but, c'est 2-3-1-0. Donc là aussi, on est sur le 26 mi-temps. Donc voilà, si les deux équipes sont forcément sur ce même créneau, bah, je vais partir sur celui-ci. Forcément. Est-ce que le score sera de 1-2-3-0? Je l'ai expliqué pour moi. On va encaisser malheureusement encore un but. Je vois pas un clean sheet du fait qu'on a un gardien qui n'y arrive pas et une défense centrale qui n'arrive pas à enchaîner des matchs sans faire des boulettes et on a un adversaire qui a la capacité de marquer des buts. Voilà, c'était ma petite présentation de ce match aussi. Ça me fait penser du coup que j'ai toujours pas recadré le chat, parce que du coup dès que vous allez commencer à parler ça va encore sortir du cadre. C'est pas grave, je penserai à le faire pour le match contre Clermont qui sera le prochain match. Le match est à 19h ce soir. Radio Diagonale fera un débrief dans la foulée. Je n'en ferai pas partie cette fois-ci.
sûrement sur les prochains. En tout cas, bah merci d'avoir été présent sur live de bon matin comme ça. Merci à tous ceux qui regardent aussi les vidéos après sur YouTube. À ceux qui s'abonnent bien sûr à ma chaîne, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces bleus bien sûr pour essayer de faire que ma vidéo soit un peu plus relayée par les plateformes. C'est super cool. Voilà, en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous sur YouTube. Moi, je vais continuer bien sûr sur le chat avec Twitch pour discuter un petit peu. Et puis, à très bientôt. Ciao.